Bonjour à vous. Qu'est-ce que tu viens nous dire, Fabien, sur ce thème-là? Tu nous parles du jeûne, tu nous parles des problèmes de société, tu nous parles de l'éducation, de l'instruction, de l'homéopathie, et là tu viens nous parler du conflit israélo-palestinien. Bah non, pas vraiment, ou pas que en tout cas, mais plutôt d'une notion qu'on a du mal à entendre dans les médias, voire même dans la rue, on va dire la notion de paix. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a encore de la place pour la paix? Et évidemment, je vais l'étayer en partant des 4 dernières années, où cette question-là pourrait être posée de manière très large, mais encore plus maintenant. On a l'impression qu'une guerre succède toujours à une autre. Et il y a 2 semaines, il fallait se mettre en guerre contre les punaises de lit, et là, il faut se mettre en guerre d'un côté ou de l'autre de la barricade, en Judée. Et c'est un peu triste, c'est même lamentable, et c'est assez désespérant de toujours être en guerre en finale, et de ne jamais s'accorder à prendre du temps, à laisser une chance pour la paix. Cette paix qu'on a du mal à trouver, on va dire depuis 4 ans, à partir d'un discours assez belligérant du fameux «nous sommes en guerre», où il fallait être pour ou contre les mesures sanitaires sans les discuter, pour ou contre un traitement expérimental, pour ou contre un masque, et sans jamais possibilité, on va dire, d'essayer de comprendre. Et le risque, c'était de tomber sous l'anathème avec des mots étiquettes d'extrémistes, de complotistes, de rassuristes, de confusionnistes, et ça court-circuitait l'échange, et plus rien n'existait, et on pouvait alors déborder, puisque l'autre en face n'existait plus. On pouvait dire qu'on emmerdait les gens, que c'était des moins que rien, qu'il fallait aller les chercher dans leur maison, qu'on n'en avait rien à faire, qu'il fallait les laisser crever devant les urgences. Bref, on a entendu ça dans les médias, dans la bouche de professeurs de médecine, d'éditorialistes, voire d'hommes politiques, fussent-ils au sommet de la pyramide électorale. Et donc, eh bien, on va dire, ces phases de guerre successives érodent un petit peu les émotions et créent une énorme pression sur l'individu, faisant de lui un citoyen très binaire, sans nuance, qui doit se mettre du côté ou d'un autre. Et puis, on va dire, celui qui crie le plus fort, quand on est un peu bouleversé psychiquement, c'est celui auquel on va adhérer. Et donc, on l'a vu avec le conflit en Ukraine, qui est assez, on pourrait dire, proche, mais en même temps loin de nos frontières, sur lequel on a eu peu d'informations, ou les informations qui pouvaient arriver, par exemple, de documentaires primés, comme je parle celui de Anne-Laure Bonnel, ont été censurés, et dès l'instant qu'on voulait la citer, elle-même a été censurée, et que du coup, il fallait tout de suite se mettre du bon côté des réseaux sociaux, de Twitter, en affichant un drapeau ukrainien, par exemple, et puis en ne mettant pas de nuance avec un méchant d'un côté, un gentil de l'autre. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste en géopolitique, j'aimerais juste m'informer dans les médias correctement, puis entendre, on va dire, des géopolitologues, des historiens, des économistes, discuter, prendre le temps, prendre peut-être 2-3 heures de débat, que je me gratte la tête, que me dire je comprends pas trop, il m'en faudra un peu plus, lire peut-être un ouvrage référence sur le sujet, réécouter des podcasts, des émissions, mais pas entendre des éditorialistes ou entendre des témoignages de gens qui sont très à vif d'un côté ou de l'autre, et puis prenant en otage mes émotions à moi, et que je ne sache plus raisonner, être posé, puis avec calme et discernement, essayer de me faire un avis sur un sujet qui est de toute manière très complexe, parce qu'il est historiquement très long. Et bien là, on arrive à un sujet de punaise de lit, donc c'est clair, ça allait être extrêmement embêtant pour beaucoup de personnes de se voir sucer leur sang, on va dire quotidiennement, donc je comprends que ça puisse être un sujet dérangeant. De là en faire une cause nationale, je suis pas sûr, peut-être qu'il y a plus important de dire tiens, il y a des gens qui doivent se priver de nourriture volontairement, il y a les Restos du Cœur qui nous disent que cet hiver, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde, donc je me dis, tiens, ça serait quelque chose, un débat de société à avoir, peut-être dans la hiérarchie de l'information, à mettre de manière supérieure aux punaises de lit à qui il faudrait faire la guerre, qu'il faudrait détruire. Donc on a l'impression que dès l'instant qu'il y a un problème, il faut détruire. Donc est-ce qu'on va détruire les gens qui meurent de faim? Je ne sais pas. En tout cas, ça mériterait de se poser les questions de pourquoi il y a 40% de milliardaires en plus en France l'année dernière, et pourquoi il y a un seuil de pauvreté qui augmente de manière exponentielle. Ça serait des questions intéressantes à débattre, tout autant que de dire, tiens, il y a un article dans les Échos qui nous montre qu'en fait, la récession est due à 48% au fait qu'il y a une augmentation des marges des grandes multinationales.
ça serait intéressant de le voir dans les médias, comme ça les Français ne se plaindraient pas des conséquences du Covid ou autre, parce que là c'est clairement un abus qui est fait à leurs dépens. On pourrait dire la même chose des groupes pétroliers, etc. Donc ça mériterait un vrai éclairage. C'est ce que j'essaye de faire modestement dans mon travail d'éditeur avec les livres et les documentaires, mais là aussi c'est très difficile. On sort un documentaire sur le jeûne, bien comme en 2019 je l'ai fait au cinéma, on dit oulala, attention, c'est possiblement une dérive sectaire. D'accord, bon, pourtant il y a des doyens de faculté de médecine, des professeurs, des chirurgiens, des médecins, des diététiciens, des pharmaciens, des pharmacologues, des biologistes. C'est un travail journalistique que j'ai eu la prétention de faire. Mais attention, sort un film sur les soignants suspendus avec des témoignages bienveillants, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'attaque. Là aussi, il faut le censurer. J'étais qualifié d'extrémiste, voire d'antisémiste. Je sors un documentaire sur la permaculture, donc tout se résistant dans l'âme, sur les monnaies locales, sur les initiatives positives, l'école alternative, là on a aussi. Là c'est compliqué, il faut le censurer. Il y a eu même des manifestations devant certains cinémas, des personnes encagoulées qui, au nom de la liberté d'expression, voulaient interdire la projection du documentaire, et ils y sont réussis, parvenus quelques fois. Donc je me dis, tiens, ça fait 3 documentaires consécutifs, et là j'en sors un sur l'homéopathie. Je n'avais pas prévu de faire de pub, mais il est là devant moi, je vous le montre. La science de l'homéopathie, et là, déferlement, oulala, attention, c'est dangereux, c'est une dérive sectaire. Je dis, mais quel est ce pays, quel est cet état d'esprit, quelle est cette société où on ne peut même plus discuter? Je ne dis pas que ce que je sors soit la vérité transcendée, mais en fait, quand on propulse une information, le but c'est de la discuter justement publiquement, c'est de ne pas le projeter en petit cercle. C'est quand on met au cinéma, c'est pour qu'il y ait des débats derrière. Débat veut dire contradiction, veut dire argument, veut dire nuance, veut dire doute, et je trouve ça sain, une société qui doute, et là on a l'impression qu'on ne doute plus. Et c'est extrêmement dommage et dommageable, et là encore, il se passe quelque chose au Moyen-Orient qui est une zone extrêmement complexe de conflit. On sait que c'est une poudrière à la fois physique, parce qu'on le voit là, ça s'embrase violemment, il y a déjà plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés, légers ou graves, et que c'est une poudrière également médiatique et émotionnelle, parce qu'évidemment on importe ce conflit-là. Donc plutôt que de chercher à mettre de la distance, on a mis des mots très forts, les mots comme terroriste, les mots comme néo-nazi, les mots comme représailles, tout de suite. Donc c'est une escalade de violence verbale qui amène à une escalade physique, plutôt que de dire, eh bien, nous sommes quelque part, on peut le dire, extérieurs au conflit. Peut-être que cette capacité à être extérieure pourrait faire de nous, quand je dis nous, c'est les pays européens, par exemple, faire des médiateurs de paix, par exemple, d'appeler à la paix plutôt que de projeter, on va dire, le drapeau d'un pays. Alors ça aurait pu être... là c'est le drapeau israélien, mais ça aurait pu être les Palestiniens, c'est la même, c'est dire là, pourquoi prendre parti systématiquement dans un conflit, et pourquoi, comme ça a été le cas pour l'Ukraine, que c'est le cas tout le temps en fait, prendre le parti des lobbyistes ou des scientifiques ou autres, de dire là en fait notre rôle c'est d'apaiser, parce qu'en faisant ça on sait qu'on va exacerber les tensions à l'intérieur du pays, on va importer on va dire un climat, le pays n'est pas dans un climat vraiment serein. Et donc, plutôt de donner un temps pour la paix, de dire on va être dans le recueillement, parce que des deux côtés, il y a visiblement des civils qui ont été tués, voire massacrés. Il y a des enfants, il y a des hôpitaux qui sont touchés, il y a des écoles, et il y a beaucoup de civils, des centaines de civils qui sont touchés. Donc de se dire, là, c'est assez sale ce qui se passe, on va peut-être pas rajouter de la violence à la douleur, et puis... avec la petite pesée qu'on peut avoir au niveau géopolitique, essayer de faire un effet positif pour tenter d'aller vers quelque chose qui est de la paix. Non, ce n'est même pas investigué. Au contraire, les médias vont plutôt faire venir à leurs antennes, on va dire dans les circuits de diffusion qu'ils peuvent avoir, des gens qui sont dans l'émotion, donc d'un côté comme de l'autre, qui vont poser leur souffrance. Alors bien entendu, le témoignage est important, mais il faut savoir l'encadrer avec des personnes qui savent l'introduire et puis l'accompagner de discours et puis le conclure, pour pas que l'auditeur ou le lecteur reste uniquement avec cette émotion très négative, voire de colère ou de tristesse ou de rancœur. Et puis également de ne pas tendre le micro à des gens qui sont trop engagés et qui vont avoir des propos qui dépassent peut-être leurs pensées parce qu'ils sont dans une émotion trop vive, et que ce ne sont pas des spécialistes ni en géopolitique, ni ne sont encore pas des historiens ou des sociologues ou des gens qui ont travaillé dans des ambassades, mais sont juste des artistes. Je pense par exemple à, comment s'appelle-t-il déjà, Enrico Macias. Voilà, on n'est pas obligé d'inviter quelqu'un qui est assez
on va dire, détourné du subtil et peut-être de la lucidité, puis qui appelle quasiment aux actes. Bah oui, quand il dit qu'il faut dégommer les gens, dégommer les gens en France. Bizarre d'un parti politique, on dirait peut-être Enrico, reste chez toi, compose des musiques, gratouille ta guitare, sois tranquille, reste de l'autre, et puis même chose, peut-être des personnes qui sont de l'autre côté, peut-être pas leur tendre le micro pour entendre, d'autant que s'il y a eu des recrudescences d'actes antisémites, on va peut-être pas les mettre tous en lumière non plus, parce qu'on sait qu'il va y avoir une escalade, donc peut-être donner le micro à des gens un peu modérés, qui vont savoir peut-être ramener à la raison et une tentative de dialogue de paix. Et puisque évidemment des propos comme ceux-ci vont amener une réponse de l'autre côté, et ça ne va faire qu'une surenchère de violence. Et c'est bien dommage. Et donc le but de cette vidéo, c'est de dire, à travers le prisme que j'ai, de tenter d'amener une parole complexe, et la complexité dans un monde simpliste, évidemment, elle est vue comme une provocation. Eh bien, là, cette complexité, sans doute, des différents conflits, qu'ils soient en Ukraine, qu'ils soient en Israël, eh bien, amène de la pondération, de la nuance. Moi, je ne suis pas expert, donc j'attendrai de personnes qui sont sur le terrain qu'elles m'expliquent, et puis qu'elles prennent le temps, qu'elles soient apartisanes. Voilà, je me souviens quand j'étais ado, j'aimais écouter Charles Anderlin sur France 2, qui était peut-être même encore Antenne 2 à l'époque, sur le conflit israélo-palestinien. Mais j'avais l'impression de ressortir moins bête. Et là, j'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot et que je deviens idiot quand j'écoute ce qui se passe. J'aime écouter et lire également Michel Colomb, par exemple. Et il y a plusieurs acteurs, les deux ont plutôt une approche différente et donc complémentaire, et moi ça me plaît. Et ben, j'attendrai de voir peut-être des ambassadeurs, des ex-ambassadeurs d'Israël en France ou d'autres pays, voilà, parler. Et de me donner leurs sentiments, et puis quelle porte il y aurait pour la paix dans cette escalade, qui finance les armes, d'où viennent les armes, des deux côtés, comment c'est possible en fait, et que je comprenne, que je ressorte intelligent avec la nuance, puis je me dise, ouais, il y a vraiment des gens qui réfléchissent, on donne l'espace à ces gens-là, on donne de l'espace à l'intelligence et on donne de l'opportunité à la paix. Pour l'heure, j'ai eu l'occasion de me rendre il y a 4 ans, à la fois en Israël, à la fois en Cisjordanie, à la fois en Jordanie. Donc j'étais parti avec mon sac sur le dos tout seul, et puis j'ai marché, j'ai déambulé dans ces 3 pays-là. Il y avait aussi la volonté de visiter certains sites historiques qui sont magnifiques, je pense notamment à Petra, visiter la vieille ville de Jérusalem qui est absolument splendide, et puis aussi il y avait l'envie de comprendre, puisque c'est un terreau humain, on va dire foisonnant depuis 2000 ans. Voilà, et donc je garderai bien pour moi ce que j'ai cru comprendre, et puis je suis revenu avec beaucoup plus d'interrogations que de réponses, parce qu'évidemment il faudrait être immergé pendant des années, et sans doute peut-être des dizaines d'années, pour comprendre ce qui se passe. Mais je voulais vous montrer 2 choses, pour ceux que ça intéresse. J'ai donné un petit ressenti de ce que j'ai vécu, une petite tranche de vie aux côtés d'enfants à jouer au football dans la préface de ce livre, Beautiful Game, de Romain Molina, parce que je fais une note d'éditeur pour tous les livres que j'édite, et celui-ci ne fait pas exception. Et puis évidemment, c'était de parler de la beauté dans le chaos, et donc là je parle d'une expérience qui m'est arrivée avec des enfants dans la vieille ville de Jérusalem, et puis de vous remontrer ça, quelque chose, une image d'enfance. Donc c'est nul, hein. Je l'ai acheté dans un shop dans la vieille ville, c'était pour le ramener à mon jeune fils qui avait 6 ans alors. Ramener une peluche, je vous épargne la musique que ça fait quand on presse dessus, je ne savais pas, c'est déclenché dans la valise. Mais voilà, cette pensée aux enfants, quand on parle, parce que ce sont les premières victimes, parce qu'elles vont bien sûr souffrir des bombardements multiples, mais elles vont grandir dans la haine. Et donc si on ne leur envoie pas la possibilité de développer une existence dans la paix, leur cerveau va se formaliser à détester celui d'en face, quand bien même il n'y a pas d'opportunité de le connaître, de le toucher, de le sentir. Eh bien, c'est ça que j'essaye de faire à travers ma maison d'édition, Exuvie, d'essayer de faire sentir une parole autre. Alors elle se fracasse souvent contre le mur du réel, où il n'y a pas de volonté de réfléchir et de nuancer. Là, je sors par exemple, comme je vous l'ai dit, quelque chose sur l'homéopathie, ça soulève beaucoup de critiques. Je dis, tiens, ce serait intéressant quand même. Il y a un professeur universitaire, il y a un prix Nobel, il y a des médecins, il y a 45 minutes de motion design pour tenter d'expliquer des choses de manière pédagogique et d'inciter au dialogue. Même chose là pour parler
tous les peuples dans le monde qui souffrent. C'est le propos de Romain Molina, d'essayer de comprendre à travers le prisme de lecture du football qu'est-ce qui déconne en fin de compte dans notre monde, et puis quelle place il peut y avoir pour la paix. Donc s'il y a une invitation que je pourrais vous faire modestement, c'est peut-être essayer de ne pas participer, si vous le pouvez, à cette escalade de violence en donnant un avis, ou alors peut-être un avis pacifiste, parce qu'on va entendre du bistrot dans la rue, on va dire devant la cafetière avec les collègues, des propos qui sans doute dépassent soit le domaine de compétence, soit le domaine et le champ de la lucidité quant aux émotions que ça peut raviver. Nous avons la chance, l'opportunité de vivre en dehors de ce climat qui doit être effroyable à vivre. Eh bien, amenons une énergie positive à tenter de résoudre ce qui est horrible dans les conditions où il nous semble difficile d'avoir des formations libres, éclairées et les plus objectives possibles. Essayons de nous mettre hors d'état de nuire aux autres, de nuire à nous-mêmes, et en dehors de ce champ on va dire de la guerre qui dure depuis 4 ans, à faire toujours la guerre aux uns, aux autres, aux insectes, aux idées, à tout le monde, et essayons de cultiver la paix à certains de nos endroits de nos vies et de faire en sorte que ça soit contaminant. Bonne chance à vous.